Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec les démons de la division au sein du G6. Le CELS de Souleymane Diallo annonce la levée du mot d'ordre de grève de son syndicat. Le CELS authentique, de son côté, décrit la sortie du ministre de l'Éducation et annonce la poursuite de la grève. On en parle dans ce début d'édition. Un front de l'opposition pour faire face à Macky Sall, une idée du président de Réumi. L'analyste politique Mania Egei juge la stratégie suicidaire. Il prône plutôt 2 à 3 fronts. Vous l'entendrez également dans ce journal. Les habitants de Ndangan manifestent contre l'insécurité qui sévit dans leur localité suite à l'assassinat d'un Français. Ils réclament le renforcement des moyens de sécurité. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. La crise dans le secteur de l'éducation qui amorce une nouvelle tournure. On en parle dans quelques instants avec Abdou Fati et Souleymane Diallo au téléphone. Bokhol, un village du département de Dagana, les enseignants qui invitent le gouvernement à se retrouver autour de l'essentiel avec les enseignants. Ils appellent aussi l'État à construire un lycée pour mieux faire face au fort taux d'abandon scolaire dans les établissements. Ousseynou Diop, Habib Sek pour plus de détails. Les populations de la commune de Bokhol, située à une dizaine de kilomètres de la ville de Dagana, réclament la construction d'un lycée dans leur localité pour réduire le taux d'abandon de plus en plus élevé à cause des nombreux problèmes d'hébergement que rencontrent les élèves orientés à Dagana ou à Saint-Louis. Il y en a qui nous retournent. Il y a un fort taux de déperdition scolaire. Et je pense que si on avait un lycée, ça pourrait en tout cas permettre à ces élèves-là d'achever leurs études, en tout cas au niveau secondaire. Le parrain de la journée d'excellence a lui aussi abordé dans le même sens. Pour lui, la construction d'un lycée dans la zone est une impérieuse nécessité. Donc ça pose des problèmes de déperdition scolaire parce que c'est très difficile quand un enfant sort de chez lui, sort de son cadre pour pouvoir continuer à éduquer. Comme vous le savez, les études sont parfois difficiles. Donc je pense que c'est le moment également d'exhorter les élèves à aller vers l'excellence et à continuer à aller vers l'excellence pour qu'on puisse vraiment avoir le développement à la base et régler le problème de l'émergence de ce pays. Face à l'augmentation de la population dans cette commune qui polarise plus de 40 villages, les enseignants qui ont invité l'État et les syndicats à fumer le calumet de la paix se disent décidés à mener le combat contre la déperdition scolaire et les nombreux cas d'abandon. L'école sénégalaise aujourd'hui présente quelques soubresauts, mais liés peut-être à des grèves d'enseignants, des problèmes de carrière, des problèmes liés également à la gestion du système. Mais tout compte fait, je pense que si on parvient à régler ces problèmes au niveau en amont et que nous également à la base, nous puissions en tout cas impulser ce développement-là, je pense que nous arriverons à avoir des citoyens sénégalais aguerris. Cette troisième édition de la journée de l'excellence organisée par l'amicale des enseignants de Bokhol a été couplée à des consultations gratuites qui ont permis de circoncire près de 150 enfants et dépister plus de 200 femmes du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous parlons de politique à présent. Crise des valeurs au Sénégal. L'Union pour la restauration des valeurs s'engage à corriger cela à travers son école de parti. L'URV veut un nouveau type de militantisme. Plutôt, le parti a réuni ses membres autour d'un panel où les échanges ont porté sur la crise des valeurs au Sénégal. Là-dessus, nous écoutons Ahmed Dian, leur porte-parole. Il est interrogé par Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Le seul combat qui vaille au Sénégal, c'est le combat de la restauration des valeurs. Quand on sait aujourd'hui que tous les discours convergent vers cette crise des valeurs et tout le monde revendique en fait cette crise dans ses portées négatives. C'est l'une des rares formations politiques qui aujourd'hui a compris son rôle pour avoir mis en place une école de parti. Cette école de parti dans laquelle notre frère et ami Ignace va peut-être travailler, comme aujourd'hui, à créer les conditions de discussion profonde avec les militants pour leur donner un peu la bonne matière en matière de militantisme. Parce qu'au Sénégal, en fait, le grand problème, c'est qu'on n'a plus de militants. On a simplement des adhérents, on a simplement des personnes qui adhèrent. On n'a plus de défense club et nous des militants à une cause. Et c'est pour nous, en tout cas, important d'accompagner tous les mouvements de jeunes qui ont envie de construire
ce nouveau militantisme qui a disparu de nos rangs depuis très très longtemps. Peut-être que vous aurez raté l'intervention que je l'ai fait à l'intérieur pour montrer un peu à quand remonte cette crise des valeurs. Parce qu'elle n'est pas tombée du ciel. Et je pense qu'au Sénégal, si on doit faire le bilan des politiques et le bilan des hommes politiques, il y a des personnes que l'histoire retiendra pour avoir été à l'origine de cette crise des valeurs. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Omar Diop, directeur général de la SAR, démis de ses fonctions. Vous le savez sans doute, il est remplacé par Serigne Mboup. Eh bien, l'ancien directeur de la Société africaine de raffinage rompt le silence et parle d'une mission accomplie. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Anta Diop. C'était lors de l'inauguration d'une salle de classe à l'école élémentaire d'Enguit. Le président, c'est autre chose qui nous lie. Ce n'est pas le travail. Moi, quand je l'ai connu, je dis que ça fait bientôt plus de 25 ans. C'est grâce à sa confiance que je suis à la raffinerie. Je dois le protéger aussi. Toute chose a une fin. J'étais là pour une mission bien déterminée. Je vous dis que la raffinerie, c'est un métier très, très compliqué. Et assez stressant. Vous n'arrivez même pas à dormir correctement. Parce que vous êtes obligé à gérer des produits. Et Dieu merci aussi, pendant cette période de 5 ans, vous n'avez pas connu de pénurie. Aussi bien pour le gaz butane. Et l'accompagnement que je fais en backup avec la Sénélec, les gens ne le savent pas. Quand moi j'arrivais, on était à 60 milliards d'endettement Sénélec. Je les ai envoyé une lettre de félicitations parce que l'endettement a baissé jusqu'à presque 1 milliard. Donc ça veut dire qu'il y a un accompagnement de la SAR, disons au niveau de ce secteur d'électricité, pour qu'on n'ait pas ces coupures-là. Et ça, les gens ne le savent pas, mais c'est un travail, on a travaillé en parfaite synergie avec la Sénélec. La raffinerie étant une affaire privée, mais la contrepartie aussi, on a une mission de service public. Cette mission de service public nous fait que nous sommes assez vigilants aussi pour surveiller qu'il n'y ait pas de pénurie. Nous travaillons sur les produits avec des tensions terribles. Rien que le gaz butane, 10 jours, nous recevons un butanier. Pourvu qu'il y ait des difficultés de ces butaniers au niveau des ports de chargement ou bien en mer, ça peut se répercuter sur les consommations locales. Il nous arrive de dévier des butaniers pour arriver à satisfaire les besoins des populations. Vraiment, c'est tout le challenge de ce métier-là. Le reste maintenant, je dis que je n'ai pas de commentaires à faire. Nous sommes des hommes d'État. Il y a des choses, ce n'est pas notre... Je vous l'annonçais en début du journal avec la crise scolaire qui a pris une nouvelle tournure avec le G6, 4 syndicats du G6 qui ont décidé de suspendre leur mot d'ordre. Nous sommes en ligne avec Souleymane Diallo, secrétaire général du CELS. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Diallo, vous avez décidé donc de suspendre votre mot d'ordre et vous l'avez signifié au khalife général des Tidjanes. C'était tout à l'heure à Tivaouane, n'est-ce pas? Bien sûr, 4 organisations syndicales, le CELS authentique, l'UDEN et le SC avaient pris l'engagement hier devant la COSIDEP et devant le Haut Conseil du dialogue social de suspendre le mouvement et de le faire part au khalife général des Tidjanes ce jour à Tivaouane à 17h. C'est un engagement qui a été pris. Donc nous devions nous rendre à Tivaouane. Le CELS s'est présenté à Tivaouane. Et à notre grande surprise, les 3 autres syndicats ne sont pas présentés. Mais ayant pris un engagement collectif dans le cadre donc, de ces 4 organisations syndicales, nous avons tenu quand même à respecter notre parole, à respecter notre engagement devant le khalife général qui nous attendait. Et c'est ainsi que nous lui avons fait part de la décision du CELS de suspendre le mot d'ordre de grève pour répondre favorablement à son appel, mais tenant compte aussi du mandat que nous avions de notre CA par rapport au maximum et minimum de l'indemnité de logement, tenant compte également de la décision prise hier par le bureau exécutif national, tenant compte également donc, de la décision prise hier avec 3 autres organisations syndicales, à savoir l'UDEN, le CELAS-FC et le CELS authentique. Le khalife général donc nous a félicité, il nous a remercié d'avoir accédé à sa demande. Il a pris l'engagement de prendre contact avec le président de la République pour demander sur la question de l'indemnité de logement de rapprocher l'échéancier du mois d'octobre, donc certainement au mois de juillet si possible, ou août au plus tard, mais également de veiller à ce que les engagements du gouvernement soient respectés dans les meilleurs délais.
Donc, c'est cela que nous avons reçu à Touba, donc à Tivaouane. Nous remercions le Khalif qui nous a ouvert ses portes. 4 syndicats, même si les autres ne sont pas présentés, nous avons pris l'engagement. Justement, les autres syndicats qui ne se sont pas présentés, est-ce une forme de désolidarisation ou pas? Bon, je ne veux pas caractériser ou qualifier donc leur absence, mais je tenais seulement à porter à l'attention de l'opinion que ce sont 4 organisations syndicales, à savoir le CELS authentique, l'UDEN et le SNELAS FC, qui sont engagés publiquement et de façon solennelle hier devant la COSIDEP et devant le Haut Conseil du dialogue social d'aller vers la suspension du mot d'ordre aujourd'hui à Tivaouane devant le Khalife général des Tidjanes. Et donc vous allez reprendre les cours dès ce lundi? Bien sûr, donc quand le CELS dit qu'il suspend, cela veut dire donc qu'il reprend pour capitaliser aussi donc, les propositions faites par le gouvernement, tant sur le plan de l'indemnité de logement que sur les autres questions relatives aux langues administratives, l'engagement du gouvernement de mettre en place des guichets uniques pour sortir tous les actes qui sont dans le circuit. Voilà, merci. Merci, M. Diallo, qui était en ligne avec nous. Abdou Fati également, on me signale qu'il est en ligne. Abdou Fati, secrétaire général du CELS authentique. Monsieur Fati, bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Fati, hier, justement, le ministre de l'Éducation a communiqué sur cela. Il a annoncé que 4 des 6 syndicats qui composent le G6 ont levé leur mot d'ordre. Comment avez-vous trouvé cette sortie du ministre? Effectivement, cette sortie était inopportune pour nous parce qu'au moment où le ministre de l'Éducation communiquait, on était ensemble avec des ONG actives dans le secteur de l'éducation, avec le Haut Conseil du dialogue social et le Conseil du dialogue social secteur éducation, pour ensemble voir les voies et moyens pour sortir de la crise. Entre autres voies et moyens, voir comment très rapidement relancer le dialogue, comment très rapidement s'accorder sur un protocole, comment très rapidement capitaliser des choses. Mais malheureusement, à notre grande surprise, c'est au niveau du Haut Conseil qu'on a entendu qu'effectivement le ministre de l'Éducation nationale avait dit de manière péremptoire que 4 organisations de l'élémentaire, effectivement, avaient décidé de lever le mot d'ordre. Il faut préciser que nous, ce n'est pas un ministre de l'Éducation qui doit lever notre mot d'ordre. Notre mot d'ordre, quand le mot d'ordre est levé, c'est par rapport à nos formes et par rapport à notre canal. Notre organisation n'est pas effectivement n'importe quelle organisation. C'est organisé, c'est des milliers d'enseignants, nous avons nos formes de sortir de crise. Donc nous pensions que l'attitude la plus responsable de l'autorité, c'était effectivement d'échanger avec nous, d'échanger avec les facilitateurs et ensemble voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible et ensemble porter cela à l'attention de l'opinion. Et le dire comme ça sans qu'on puisse nous avoir un feedback des autres responsables, nous ne pouvons pas prendre ces responsables. Voilà, Monsieur Fati, votre organisation est désormais fragilisée avec Souleymane Diallo du CELS qui a décidé de reprendre les cours. Quelle suite donc adopter face à cette nouvelle situation? Non, elle n'est pas fragilisée. Vous savez, le CELS est sur des questions transversales et également solidarité sur les questions spécifiques. Par rapport, et toutes nos organisations ont gardé l'autonomie, ont reçu leur base. Au niveau du QSEMS, ils l'ont reçu comme mandat l'alignement. Au niveau du CEMS, ils ont en substance. Nous sommes une position raisonnable. Donc, vous l'avez constaté, c'est de la diversité. Allô? Oui, alors, M. Fati, est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? On a des problèmes de réseau là, on ne vous entend pas bien. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Pour dire tout simplement que nos organisations sont caractérisées par une chose. Donc, unité sur les questions transversales et solidarité sur les questions spécifiques. L'organisation garde effectivement son autonomie. Et c'est un gentleman agreement qui nous organise, pas une charte, quoi que ce soit. Donc, quoi qu'il arrive, on sera ensemble. Les organisations syndicales, respectivement, ont chacune des mandats de leur CA ou bien de leurs instances. Si les organisations, effectivement, ont reçu des mandats fermes, ces organisations vont l'exécuter. Nous, par rapport à nous, ce qui nous a dérangé dans cette affaire, c'est la démarche. Ce qui nous a dérangé, c'est effectivement le fait que
l'attitude et la communication du ministre de l'Éducation ait pollué nos rencontres pour aller vers une sortie de crise. Maintenant, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les médiateurs comme les ONG, leur rôle, ils sont dans leur rôle, ils vont continuer, ils continuent les contacts, nous continuons les contacts pour très rapidement aller vers une rencontre pour qu'ensemble, qu'on puisse acter tout ce qu'on doit acter, à savoir les lenteurs administratives, s'accorder sur des échéanciers précises et peut-être éventuellement porter ça à l'attention de la communauté. Voilà. Merci Monsieur Fati, donc Monsieur Abdou Fati et Souleymane Diallo du CELS et du CELS authentique qui intervenaient dans cette édition, dans cette crise scolaire, et retenez donc que le CELS va lever son mot d'ordre de grève dès demain. La suite de cette édition, dans les régions sud du pays, des jeunes diplômés des établissements publics de formation technique sont confrontés à un problème d'emploi. Pour faire face à ces difficultés, ces établissements initient les élèves à l'auto-emploi avec des projets bancables. Les journées de l'entrepreneuriat agricole ont permis d'expérimenter cette idée. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Après des années d'études au lycée agricole Émile Badiane de Bignona, les diplômés ont du mal à s'insérer dans le monde du travail. Et c'est pour pallier cela que cet établissement public a mis en place un projet d'accompagnement de ces diplômés. La formation, si elle s'arrête à la formation, elle n'a aucun sens. Eh bien, au niveau du lycée, nous sommes en train d'y travailler grâce à la mise en place du bureau d'appui à l'insertion et au suivi des sortants. Nous voulons que nos étudiants créent l'emploi non salarié, c'est-à-dire la création d'entreprises pour qu'ils en soient les véritables chefs, les chefs d'entreprise. Et nous sommes sur cette voie. Nous avons déjà, grâce à l'appui de partenaires, mis en place une première génération d'entreprises agricoles créées par nos étudiants qui sont sortis d'ici. Ce projet cadre avec les objectifs fixés par l'État en matière d'emploi des jeunes. Je suis satisfait, il faut le dire, de l'organisation de telles journées qui répond parfaitement à l'attente du gouvernement par rapport à la formation professionnelle, mais au-delà de la formation professionnelle, préparer ces élèves, ces étudiants quand même, à s'insérer dans le milieu actif. Le proviseur a bien compris la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et d'insertion de ces jeunes. Ces deux sortants du lycée agricole Émile Badiane de Bignona ne se plaignent pas. Oui, on s'en sort très bien. Comme on le dit, hein, l'agriculture c'est quelque chose qui nourrit son homme. D'ailleurs, on a de petites parcelles, juste 2 petites parcelles, mais qui nous permettent actuellement quand même de vivre. Oui. Parce que j'ai commencé en janvier 2017 et en janvier 2018, j'ai fait mon bilan annuel et j'ai fait un chiffre d'affaires de 2 985 francs. 12 anciens élèves du lycée technique agricole Émile Badiane de Bignona, ayant bénéficié de ce projet, gèrent actuellement leurs propres entreprises agricoles. La marche des habitants de Somone, ils dénoncent l'expropriation de 7 hectares de terre leur appartenant au profit de la mairie de Sindia. Pour plus de détails, nous écoutons leur porte-parole qui s'en est ouvert à Abdourahmane Diallo. Nous exigeons les limites entre la commune de Somone et celle de Sindia. Et nous interpellons les ministères en charge de cette question. À ce titre, nous invitons également le président de la République de prendre les mesures idoines pour fixer les limites territoriales de chaque collectivité locale. Par la même occasion, nous dénonçons vigoureusement la réaffectation de la zone de pâturage dans des conditions nébuleuses. C'est un problème de découpage. Comme il l'a si bien rappelé, en 2008, il y avait un décret qui découpait la communauté rurale de Sindia en plusieurs communes, c'est-à-dire la commune de Somone et celle de Ngaparo. Voilà. Maintenant, entre nous et Ngaparo, c'est clair. Donc les limites sont claires. Maintenant, le problème se situe entre notre commune et celle de Sindia. L'État est le premier responsable parce que c'est le président de la République qui fixe le décret de découpage. Donc nous interpellons le président de la République en premier lieu. Donc je dis que nous interpellons le président de la République pour qu'il nous règle cette situation. Voilà. Maintenant, au niveau local aussi, nous interpellons le maire aussi. C'est ça aussi la vérité. Nous interpellons le maire, le premier magistrat de la ville, quand même, qu'il prenne les mesures lui aussi
Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. Après l'assassinat d'un Français à Ndangan, les populations sont descendues dans la rue pour dénoncer l'insécurité qui sévit dans leur localité. De Ndangan à Fimela, ses habitants réclament un éclairage public et le renforcement des moyens de sécurité. Abdourahmane Diallo, Mamadou Gueye. Après l'assassinat d'un Français à Ndangan, les habitants de cette localité sont descendus dans les rues pour montrer leur colère. Il y a vraiment un sentiment de colère. Parce que quelqu'un comme lui, abattu froidement devant sa femme et ses 2 gamines pour un cambriolage minable, on ne peut pas l'accepter. Les touristes sont sur cette zone-là, Ndangan, Marlodj. Et on est surtout, je vous dis tous, actuellement vraiment attristés pour la perte de notre ami. C'était un homme de bien, il avait d'embrouille avec personne, apprécié de tous, et on est vraiment très en colère. Les villages de Ndangan et environ dénoncent l'insécurité récurrente dans cette zone. Nous réclamons de l'éclairage public au niveau du village. Parce que je pense que la sécurité est liée aussi à l'éclairage. Et on peut dire même que Ndangan Campement est le poumon de l'économie de la région de Fatick. Et il y a aussi le problème d'eau qu'on souligne aussi, parce qu'à Ndangan, c'est très dommage quoi, parce que pour avoir de l'eau à Ndangan, il faut veiller jusqu'à 3 h du matin. Le maire de la commune est aussi touché par ce drame. Nous voudrons également que le chef de l'État en question, fils de la région de Fatick, puisse également doter la gendarmerie de véhicules, qu'on renforce la sécurité, parce que la commune de Fimela est le poumon de la région de Fatick. C'est tout simplement ce que nous demandons au chef de l'État, parce que nous sommes en phase avec lui. Je suis son militant, je suis son sympathisant jusqu'à la dernière seconde. Mais toute la commune est derrière lui et nous travaillons en phase pour sa réélection. Mais quand même, il faut qu'il nous aide sur l'insécurité. On est dans l'insécurité totale. Les populations ont marché de Ndangan à Fimela avant de déposer un mémorandum à la sous-préfecture. L'autorité administrative promet de transmettre le document acquis de droit. Ce que je demande aussi aux populations, que nous tous aussi nous soyons des gendarmes. On ne peut pas mettre un gendarme dans chaque maison, mais il faut dénoncer. Quand vous voyez des gens qui sont suspects, il faut les dénoncer. Les nouvelles communes rurales sont généralement dépourvues de tout. Déficit d'infrastructures sociaux de base, pauvreté extrême sont leur quotidien. C'est dans ce contexte que les acteurs de développement interviennent dans ces localités pour de meilleures conditions de vie pour les populations. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Les nouvelles communes rurales du Sud sont pour la plupart des collectivités locales où sévit un manque criard d'infrastructures sociales de base. Leurs populations sont généralement dans l'extrême pauvreté. C'est dans ce contexte que le réseau des acteurs porteurs d'initiatives de développement, le réseau rapide, interviennent dans ces localités pour aider ces populations à améliorer leurs conditions de vie. Pendant mes missions, je visitais les zones rurales, raison pour laquelle je suis tombée amoureuse du monde rural et tous mes objectifs sont orientés vers ce monde rural. Qu'on doit aider. Parce que pour un bon développement rural, il faut de la connaissance. Madame a commencé par la formation au niveau des jeunes et des femmes et des conseillers municipaux. Elle a eu à insérer des machines pour les jeunes, pour qu'ils se connectent à l'Internet. Il a eu à créer un salon de coiffure, des machines à coudre pour appuyer le développement. Et éventuellement, on envisage une ambulance pour la commune de Faoun. Nous sommes à quelques semaines du début du Ramadan. Les populations de ces localités éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à la glace, qui est une denrée très prisée pendant cette période à cause de la chaleur. Faoun, qui est une des communes partenaires au réseau rapide, a accueilli leur dernière réunion zonale. C'est également une des localités qui va bénéficier d'une unité de production de glace offerte par le partenaire. On a développé au niveau du RAID 2 projets. C'est le solaire et les machines à glace. Donc actuellement, nous allons installer une grande usine de machines à glace au niveau de Faoun pour essayer d'aider la population. Également en eau potable, nous avons nos amis de Dallas qui seront au Sénégal à partir du mois de mai. Compte tenu de nos zones qui sont très reculées, j'espère que c'est des machines qui pourront vraiment non seulement satisfaire à la demande sociale, mais aussi
lutter contre la pauvreté. En venant à Faoun, le réseau rapide avait dans ses bagages une ambulance médicalisée et que cette dernière, à l'issue d'un tirage au sort, a été offerte à Samekanta, une commune rurale de la région de Sédhiou, où la santé de la reproduction rencontre d'énormes difficultés à cause de l'enclavement. Nous reparlons politique dans ce journal. Un front de l'opposition pour faire face à Macky Sall. Une idée du président de Réumi, l'analyste politique Mandiaye Gueye, soutient que c'est une stratégie suicidaire. Il prône plutôt 2 à 3 pôles pour faire face à Macky Sall et à son régime. Il a rencontré nos reporters Pape Faraning et Younous Diatta. Pour leur survie, l'opposition doit s'organiser en front, mais pas n'importe comment. Pour l'analyste politique Mandiaye Gueye, il est plus que nécessaire de diversifier les pôles. Je suis d'accord pour un front de l'opposition, mais un front fourre-tout, c'est sur ça que je ne suis pas d'accord. Les gens qui peuvent aller ensemble doivent aller ensemble. Mais si on fait un front où on met tout le monde, c'est incongru et c'est je l'appelle un souboukanien. Mais des fronts, 2 ou 3 fronts, 3 mouvements forts, etc. Pour pouvoir, disons, faire face au régime qui est en place. Parce que même c'est un régime qui est fort, il a le pouvoir, il a tout. Créer au front de toute l'opposition, une idée du président de Réumi, Mandiaye Gueye ne trouve pas en Idrissa Seck l'homme idéal pour diriger ce front. Idrissa, je pense qu'on l'a déjà pratiqué. Idrissa a un contentieux avec le peuple sénégalais. C'est-à-dire que son compagnonnage avec Maître Wade, jusqu'à présent, il y a des zones d'ombre. Il peut appeler à un front, il peut avoir des gens avec lui, mais comme seul front, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de normal. Pour l'analyste politique, il est temps de changer la donne avec de nouvelles têtes pour diriger ce pays. Et là, il faut faire une sélection. Parce que nous connaissons ici au Sénégal beaucoup de gens qui sont passés par des régimes qui sont toujours là. Ce sont les mêmes qui se relaient en politique et au pouvoir. Bon, or, nous sommes 14 millions de Sénégalais. Nous devons pouvoir trouver quand même des gens crédibles, honnêtes, qui travaillent pour leur truc et patriotes. À moins d'1 an de l'élection présidentielle, face à un régime fort, il trouve que l'opposition est obligée de s'organiser pour faire vaciller le pouvoir en place. Parlons de toute autre chose avec l'Association mondiale des pilotes au Sénégal pour un forum international, la 2e édition du genre en terre africaine qui se tient donc à Dakar. Prétexte tout trouvé pour s'intéresser à ce métier. Ils sont au total 20 pilotes sur toute l'étendue du territoire national. Un reportage signé Chertian Dion et Tierno Laurent Mendy. Ils sont au total 20 sur l'ensemble du territoire national. Le pilotage maritime, un métier très rare. Ces professionnels de l'espace maritime sont peu connus des Sénégalais. Chercher à former d'autres personnes pour nous remplacer. C'est nous-mêmes qui avons pris, heureusement que nous avons pu être écoutés par notre direction générale pour leur faire comprendre la sensibilité et aussi la pertinence de, dès à présent, penser à l'avenir et former des gens qui pourront venir remplacer ceux qui viennent juste d'être formés, parce que c'est assez long. Un métier qui s'apprend dans le temps et dans l'espace. Ce sont ces 10-là qui ont été sélectionnés en 1998. Ils sont partis en formation, parce qu'il y a une partie formation pratique, et il fallait leur trouver des navires pour pouvoir avoir de la pratique, parce qu'il faut avoir la formation théorique et pratique. Ils ne sont revenus en activité, ils ont commencé leur activité qu'en 2011. Enfin, même pas en 2011, vous êtes rentrés pour pouvoir commencer à faire une formation au niveau du port. Donc la plupart ont commencé à travailler en 2012-2013. Donc vous avez vu, ça a pris au moins 13-14 ans. Cette année également, il y a une deuxième vague qui a été sélectionnée. Ils sont partis, mais ils ne pourront pas accéder à la station qu'en 2032 ou peut-être 2029. Dakar abrite le 2e forum des pilotes maritimes en terre africaine. L'association sénégalaise va essayer de trouver des solutions aux préoccupations de l'heure. Il ne faut pas oublier nos ports, parce que maintenant il y a des contraintes de sûreté, des contraintes de sécurité et des contraintes de protection de l'environnement. Donc dans tous ces domaines, il y aura donc même pas des ateliers, mais des sessions où on aura des éminents spécialistes qui sont aussi bien des universitaires,
des professionnels dans le domaine. Des milliers et des milliers de pilotes maritimes de 57 pays du monde entier se sont donné rendez-vous à Dakar. Au menu, plusieurs questions liées à l'environnement, à la sécurité ainsi qu'à la formation seront au cœur des discussions. Et puis ce concours d'écriture du Coran, Yatal Bindoum Al-Quran, l'objectif ressusciter la calligraphie coranique et encourager les daras à privilégier l'écriture au-delà de la mémorisation. 857 participants au départ, 73 ont été présélectionnés dans les différentes régions et au final, 7 vont être récompensés. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mohamedou Dian, membre de la cellule de communication. Il est interrogé par Al-Hassan et Diafaraba. La calligraphie coranique qui a tendance à disparaître dans les établissements coraniques communément appelés Dara. Et le paradoxe qui s'y installe dès lors s'avère que pas mal d'apprenants du Saint-Coran n'arrivent plus à écrire le livre saint après l'avoir mémorisé comme zadis. Il y avait des concours qui s'y passaient, comme les récitals et autres. Mais l'écriture, la calligraphie, un concours qui parle de l'écriture de la calligraphie coranique, c'est une première au Sénégal. Et que ceci étant, on a fait le tour du Sénégal afin d'avoir l'aval, d'abord l'aval des foyers religieux, mais aussi de les informer là-dessus. On a fait le tour du Sénégal pour les informer, pour les faire venir participer au concours également. Et au résultat, on a eu 857 participants. Et ça, c'était donc pour préparer la présélection. C'est juste donc d'encourager les daras, d'avoir cette courage de respecter, ou bien même de ressusciter la calligraphie coranique comme zadis, mais aussi de solliciter auprès des parents, d'avoir la patience de laisser leurs enfants dans les établissements coraniques afin de les permettre afin de permettre aux enfants, à leurs enfants, donc de pouvoir, une fois la mémorisation, de pouvoir rédiger. Et puis 12 agents dans le domaine de la garde rapprochés sur le marché. Ils ont subi une formation de plus d'1 an. Un des formateurs, Maître Mbaye, veut plus de sérieux dans ce métier pour éviter certaines erreurs. Nous l'écoutons, il est interrogé par Pape Faragning. Actuellement, au niveau du garde rapproché, la plupart on sélectionne. Si tu as une casier judiciaire vierge, et on fait par exemple des tests physiques et mentaux. Actuellement, il a fait par exemple le droit, côté santé, secourisme, côté natation, côté autodéfense, côté tir. Et mise à jour sur la sécurité, parce que la sécurité, toujours, c'est le terrain qui commande. Alors, c'est ça. Mais on forme des vigiles jusqu'à convoyeurs de fonds, gardes rapprochés et des chauffeurs de sécurité. Il y a des gens qui touchent au moins chaque fin du mois 300 à 500 000. Ça, c'est important. Alors, la sécurité marche dans le monde actuellement. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Tout de suite, Djongante avec Lamine Samba. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.